Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en début de ce journal avec cet hommage rendu hier aux 14 victimes du Covid parmi les résidents de l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul à Essart-en-Bocage. En décembre dernier, l'épidémie s'est propagée chez les membres du personnel et chez les résidents. Mais avec les mesures de confinement prises dans l'établissement, les familles et les amis n'ont pas pu dire au revoir. Plus de 5 mois après, une cérémonie d'hommage a enfin pu avoir lieu. Reportage Alexia Janet. Nous sommes ici pour célébrer dignement et avec respect ceux qui nous ont quittés. Dernier adieu à Jeanne, Jean-Noël, Augusta et aux 12 autres résidents victimes de la Covid-19. Plus de 4 mois après le passage du virus dans l'EHPAD, les familles des victimes et les résidents peuvent enfin rendre hommage aux défunts. Une étape importante pour eux puisqu'en janvier, les résidents étaient isolés dans leur chambre. Quant aux familles, l'accompagnement s'est fait dans des conditions très particulières. J'ai su le 22 décembre qu'il était malade et j'ai pu aller le voir le 2 janvier et après le 9. C'est tout ce que je regrette de ne pas l'avoir accompagné, mais j'en veux à personne parce que c'était comme ça, mais c'est très très dur. J'avais surtout une amie là, on prenait nos repas ensemble en face. On discutait bien, on rigolait, alors je la regrette oui, infiniment. Mon Dieu, si elle est au paradis, tant mieux. Le stress, les conditions de travail compliquées, la peur de la maladie, une période que cette soignante souhaite désormais laisser derrière elle. Ne pas pouvoir accompagner les résidents et ne pas pouvoir faire les derniers soins, ça a été quelque chose de vraiment très éprouvant à vivre. C'est courant d'avoir des décès en EHPAD, bien sûr, c'est leur dernier lieu de vie. Mais d'avoir 14 décès dans un instant très, très court et en plus ne pas faire les derniers recueils, faire quelque chose en leur mémoire, c'était important de faire ça aujourd'hui. Cette cérémonie vient donc clore une période compliquée à gérer, techniquement et émotionnellement pour l'ensemble du personnel de l'établissement. C'est aussi terminer notre travail d'accompagnement. Il y a des résidents qui sont décédés à l'hôpital, les visites étaient très limitées, c'était vraiment pas du tout dans le sens de l'accompagnement habituel que l'on peut prodiguer auprès des personnes qui sont en fin de vie. 14 photos pour 14 victimes, l'EHPAD espère désormais que ce seront les dernières que la Covid emportera. Dans le reste de l'actualité, la société Atlantique Scaphandre au Sable d'Olonne, spécialisée dans les travaux sous-marins, investit dans un caisson hyperbar, une machine qui peut sauver des vies, mais rare en France. La plus proche de la Vendée se trouve à Angers. Elle sert en effet à gérer les accidents de décompression en plongée ou les intoxications au monoxyde de carbone. Explication, Pierre Dalicieux. On va faire un exercice de prise en charge accident de plongée. Je vous rappelle le contexte. On avait un plongeur qui sort de l'eau, qui présente une douleur articulaire intense de la hanche. Exercice grandeur nature d'un accident de plongée chez Atlantique Scaphandre, cette entreprise spécialisée dans les interventions sous-marines. Une équipe venue de Marseille a formé les salariés et le patron à l'utilisation de cet outil. Un caisson hyperbar ou caisson de décompression. Nouvel investissement pour cette entreprise, une première sur la façade atlantique dans le secteur privé. C'est très rare que des nouveaux caissons soient créés, surtout pour des entreprises. Et donc, des formations où on a un nouveau caisson qui arrive et on peut faire travailler les gens sur leur propre caisson, c'est extrêmement intéressant puisque normalement les gens viennent chez nous pour se former. Là, ils sont formés sur leur propre matériel, ce qui est beaucoup plus logique. Et donc, ils vont pouvoir connaître d'entrée de jeu parfaitement leur caisson. Un investissement de 200 000 € qui répond aux nouvelles normes, notamment pour pouvoir travailler sur des champs éoliens offshore et respecter ainsi la nouvelle réglementation internationale. On a l'obligation d'avoir un caisson hyperbar et des gens formés dans l'entreprise pour faire du préventif ou carrément traiter un accident s'il y a besoin. Donc pour nous, c'est plutôt un gage de sécurité et de qualité vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de toute l'équipe de plongée de l'entreprise. Les accidents de désaturation dans ce type d'entreprise sont heureusement assez rares. Le caisson hyperbar sera donc mis à disposition pour d'autres interventions, car jusque-là, l'outil similaire le plus proche se situait à Angers. L'intérêt, c'est un service rendu pour la population, c'est aussi pouvoir prendre en charge les accidents qui se passent
à proximité de cette entreprise, dans le monde professionnel ou dans le monde du loisir. Et puis pourquoi pas, si on arrive à progresser, à organiser toute une structure de soins autour de ce caisson, peut-être prendre certaines urgences hyperbares, comme l'intoxication au monoxyde de carbone, qui chaque hiver entraîne un certain nombre d'accidents qui nécessitent soit un transfert vers Angers, soit une oxygénation pendant 12 heures aux urgences, alors qu'en 90 minutes dans un caisson, on règle le problème. Ce type de caisson hyperbare peut aussi être utilisé pour aider à la cicatrisation des plaies difficiles ou intervenir sur des lésions tissulaires après une radiothérapie. Au chapitre politique, évoquons tout d'abord les élections régionales. Le scrutin se déroule les 20 et 27 juin, en même temps que les élections départementales. Nicolas Dupont-Aignan, numéro 1 de Debout la France, était en déplacement hier à Nantes pour soutenir Cécile Belle de GC, la tête de liste du parti dans les Pays de la Loire. Il vise 10% des votes dans la région. Écoutez. Le projet que défend Cécile et tous ses colistiers, c'est un projet sur la sécurité, la formation professionnelle, la création d'emplois, une écologie intelligente et d'arrêter avec la folie des éoliennes. En un mot, c'est un projet très concret. Voilà, et dans un esprit d'intégrité morale et financière, car je pense qu'il y a une coupure entre les Français et la politique, et donc nous voulons un groupe indépendant. Je voudrais que notre territoire, notre beau territoire des Pays de la Loire, qu'il y ait un moratoire sur les éoliennes, très vite, qu'on arrête de mettre des éoliennes partout. Moi, je suis effrayée par ça. Et à partir de là, et puis répartir les richesses dans tout le territoire, y compris les territoires ruraux. Et pour être complet sur ces élections régionales, les 7 hautes têtes de liste sont Mathieu Orphelin avec une liste composée de formations écologistes et de la France Insoumise, Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière, Linda Rigaudot pour la liste Un autre monde Pays de la Loire, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Christelle Morancé, la présidente sortante, avec une liste d'union de la droite et du centre, Guillaume Garot soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français, ainsi que Hervé Juvin pour le Rassemblement national. Les élections départementales à présent dans le canton de Saint-Jean-de-Mont, 5 binômes se présentent, dont celui composé par Martine Horry, conseillère départementale sortante, et Louis Gibier, maire de Barbâtre. Écoutez. Je me représente car j'ai passé un très très bon mandat où j'ai été animée par ce pôle solidarité. On porte bien sûr le désenclavement, puisque ça c'est une chose qui est importante, continuer ce plan maritime. Et puis bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, incorporer les jeunes dans l'insertion. Et vu le contexte à laquelle nous arrivons de vivre, il faut absolument que nous soyons animés pour que chaque Vendéen puisse trouver sa place donc dans notre département. Également candidat dans ce canton, Amélie Rivière et Noël Fauché, conseiller départemental sortant, Éric Mauvoisin de Lavaux et Corinne Fillet pour le Rassemblement national, Laurent Méo et Françoise Besson pour la gauche rassemblée, ainsi que Fabien Gabory et Virginie Bertrand sans étiquette politique. Et puis dans le canton de La Châtaigneraie, désormais 3 binômes sont en lice, parmi eux Mohamed Boucantar et Fanta Louel avec une liste divers gauche. Écoutez. L'action sociale, parce que ça fait partie des compétences des départements. Nous sommes le canton de la Châtaigneraie. C'est une population vieillissante. Il faut plus de mobilité, on crée plus de transports en commun pour pouvoir se déplacer. Il ne faut pas oublier les chômeurs aussi, c'est très difficile parce que on se mord la queue. Les chômeurs ont besoin d'une voiture pour se déplacer. Or, s'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est difficile de trouver du travail. Se présentent aussi dans ce canton Stéphanie Dufour et Bruno d'Alcantara pour le Rassemblement national, ainsi que Catherine Poupée et Valentin Josse, 2 conseillers départementaux sortants, soutenus justement par la majorité sortante. On termine avec les rendez-vous au jardin. Si vous n'avez pas d'idée de sortie pour ce week-end, 33 parcs et jardins de Vendée ouvrent au public à partir de demain et jusqu'à dimanche. Et pour l'occasion, 3 jardins vendéens vont participer pour la première fois à l'opération. Il s'agit du Manoir des Sciences de Réaumur, du jardin de la Villa Grosse Terre à Saint-Hilaire-de-Riez, ainsi que du jardin des Cèdres à Montaigu-Vendée. Découverte de ce dernier jardin avec Grégoire de Châtillon. Au bout du pont Saint-Nicolas, le bouquet de cèdres est immanquable. C'est la porte d'entrée végétale de la ville. Des cèdres de l'Atlas, âgés d'environ 130 ans, qui ont donné leur nom à ce lieu, une maison et son jardin. Un véritable coup de cœur lors de cette acquisition il y a 3 ans pour son nouveau propriétaire. Je n'ai pas fait l'acquisition de la maison, j'ai fait l'acquisition du jardin.
Voilà, je me suis retrouvé 50 ans en arrière dans mon jardin d'enfance, c'était au bord de la rivière Cosson, en région centre. Et voilà, la rivière Maine et son jardin en espalier m'ont séduit, c'est pour ça que je souhaite le partager avec tous ceux qui viendront le visiter. Sa superficie est de 2000 mètres carrés, c'est un petit jardin à l'anglaise. On est dans des lignes courbes avec des petits espaces qui sont découverts au fur et à mesure de la promenade et puis qui peuvent être peints. C'est des petits endroits pittoresques, c'est les caractéristiques du jardin à l'anglaise, du jardin 19e. Au détour d'un chemin, des fleurs, des plantes variées comme ces vieux palmiers, mais aussi des grands sujets qui, comme les cèdres, sont de dimensions remarquables. C'est le cas de ce pin de Monterrey qui se ressème dans le jardin. Le jardinage, une véritable passion pour ce propriétaire qui est investi dans l'association des parcs et jardins de Vendée. L'association des parcs et jardins de Vendée réunit des amateurs, pas seulement des propriétaires de jardins, mais des amateurs, et ça nous permet un véritable échange entre nous, et ça nous permet de travailler ensemble, faire connaître nos jardins, éditer des publications également sur les jardins, et voilà, faire le bonheur de tous les amateurs qui souhaitent partager un lieu et faire la promotion de ce qu'est un jardin, de ce qu'on peut y vivre. Au pied des remparts du XIVe siècle, le jardin des Cèdres, situé à Montaigu-Vendée, vous ouvrira pour la première fois ses portes samedi et dimanche sur inscription dans le cadre des rendez-vous au jardin. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne demain de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.